Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. À l'heure où une vice-présidente du Parlement européen ainsi que des députés de ce même Parlement sont arrêtés pour avoir été achetés par l'Émirat de Qatar, nos grands médias feignent la stupéfaction, ainsi d'ailleurs que les dirigeants européens. Or, personne n'est dupe. Depuis des années, voire des décennies, les institutions européennes sont devenues la plaque tournante de tous les lobbies. Ces lobbies ont pignon sur rue, que ce soit ceux des grands groupes pétroliers, de l'industrie du tabac ou de l'agroalimentaire, tous sont actifs à Bruxelles, afin de tenter de faire amender, retarder ou tout simplement supprimer telle ou telle réglementation européenne jugée gênante pour les intérêts de leurs employeurs. Que des États non membres de l'Union européenne fassent du lobbyisme, tout le monde le savait également. La Russie a eu recours à ce genre de procédés et les États-Unis ont certainement toujours recours à ce genre de pratiques. Le fait qu'un minuscule État, minuscule mais immensément riche, comme Qatar, ait acheté la bienveillance active de certains députés européens n'est pas autrement surprenant lorsque l'on se souvient des allégations de corruption qui ont entouré le choix de ce pays pour accueillir la Coupe du monde de football. Ce qui est surtout étonnant dans cette affaire, c'est l'hypocrisie qui l'entoure. D'autres révélations ont été faites par le passé concernant l'achat de députés européens. Elles ont malheureusement été oubliées ou enterrées. L'arrestation de la vice-présidente du Parlement européen m'a rappelé une autre affaire qui ne concernait pas Qatar, mais l'Azerbaïdjan, autre pays riche en pétrole. Cette affaire-là ne mettait pas en cause le Parlement européen, mais l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je rappelle que le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale instituée en 1949 par le traité de Londres et qu'elle rassemble 46 États membres. C'est donc une institution plus vaste, qui couvre un territoire plus vaste que l'Union européenne. Et par le biais de normes juridiques dans les domaines de la protection des droits de l'homme, du renforcement de la démocratie et de la prééminence du droit en Europe, c'est par ce biais donc que le Conseil de l'Europe agit. Il est doté d'une personnalité juridique reconnue en droit international public. La Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme qui l'applique constituent les chevilles ouvrières du Conseil. C'est auprès de cette Cour que tous les individus, ressortissants ou non des États partis à la Convention, peuvent introduire des requêtes s'ils estiment qu'un État parti à la Convention a enfreint leurs droits. En septembre 2017, plusieurs journaux européens annonçaient que l'Azerbaïdjan avait dépensé 2,5 milliards d'euros entre 2012 et 2014 pour s'acheter notamment des soutiens à l'étranger au Conseil de l'Europe. L'enquête menée conjointement par l'Organized Crime and Corruption Reporting Project et une dizaine de journaux dont le français Le Monde, l'allemand Süddeutsche Zeitung, le britannique The Guardian et le danois Berlingske décortiquaient plus de 16 000 transactions passées pour ce montant. Ces transactions formaient sans doute seulement la partie émergée de l'iceberg, et elles ont été effectuées notamment via la filiale estonienne de la Danske Bank, par 4 sociétés domiciliées au Royaume-Uni et secrètement liées au régime azerbaïdjanais. L'étude des relevés de ces transactions dévoilait un système servant à blanchir des fonds à la provenance douteuse, à financer le train de vie des caciques du régime et à acheter, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, des amitiés à l'étranger, poursuivait Le Monde.
Selon le quotidien français, l'Azerbaïdjan cherchait des soutiens dans son conflit avec l'Arménie au sujet de l'Artsakh, c'est-à-dire le Nagorno-Karabakh, mais surtout à faire taire les critiques sur la répression politique orchestrée par le clan du président Ilham Aliyev. En avril 2018, des dépêches de l'AFP et de Reuters nous apprenaient qu'une douzaine de membres actuels ou anciens de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avaient été mis en cause par un rapport pour des violations du code de conduite de l'institution ou des soupçons de corruption en lien avec l'Azerbaïdjan. Plusieurs élus ou anciens élus de l'Assemblée parlementaire faisaient l'objet de forts soupçons de corruption. Ils auraient bénéficié de largesses des autorités azerbaïdjanaises en échange de leur mansuétude à l'égard du régime Aliyev. Un an après avoir été mandaté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour faire la lumière sur cette affaire dite du Caviar Gate ou de la diplomatie du caviar, 3 experts ont rendu, le 22 avril 2018, un volumineux rapport de plus de 200 pages. Je cite le rapport. « En ce qui concerne les activités corruptrices en faveur de l'Azerbaïdjan, il y a de forts soupçons que certains membres actuels et anciens de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se soient livrés à des activités de cette nature », concluait le rapport, rédigé par 3 anciens juges de haut rang, le Britannique Sir Nicholas Bratza, le Français Jean-Louis Bruguière et la Suédoise Elisabeth Fura. Issus de parlements nationaux de quelques-uns des 47 membres du Conseil de l'Europe, ils étaient soupçonnés d'avoir été achetés par les autorités de l'Azerbaïdjan en échange notamment de leur vote en janvier 2013 contre un rapport dénonçant la situation des prisonniers politiques dans cette ex-république soviétique. Certains élus se seraient vus offrir du caviar, des tapis et des nuits dans des hôtels de luxe de Bakou, mais auraient surtout été grassement rémunérés pour des activités de lobbying au profit du régime. Les parlementaires impliqués sont invités à suspendre leurs activités pendant qu'une commission examine leur situation cas par cas, avait indiqué le président de l'Assemblée parlementaire, Michele Nicoletti, lors d'un point de presse. Parmi ces parlementaires figurait Eduard Lindner, un ancien élu allemand de la CSU, le parti conservateur bavarois, et allié de la CDU de la chancelière de l'époque Angela Merkel, qui avait reçu quelques 800 000 € via des sociétés écrans. Une députée de la CDU, le parti d'Angela Merkel, Karin Strenz, avait également été épinglée pour avoir été rémunérée par la société d'Eduard Lindner, qualifiée de lobbyiste clé de l'Azerbaïdjan. Dès septembre 2017, sur la base d'une enquête d'une dizaine de journaux avec l'aide de l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, Karin Strenz et un autre député CDU avaient été ouvertement accusés par des responsables de l'opposition d'être corrompus et de rouler pour un dictateur. Karin Strenz siégeait également au Parlement européen où ses prises de position avaient été jugées suspectes. À Strasbourg, elle avait été la seule députée allemande à avoir voté contre une résolution en faveur de la libération des prisonniers politiques azéris. Lindner, un ancien membre CSU du Parlement fédéral allemand, avait conduit une délégation d'observation pour l'élection présidentielle en Azerbaïdjan en 2013, qui avait publié un rapport positif quant à la conduite de cette élection, alors que les observateurs indépendants avaient dénoncé une fraude massive. Eduard Lindner, en compagnie de son collègue Axel Fischer de la CDU, avait eu l'audace de saluer la manière dont l'élection présidentielle s'était déroulée en Azerbaïdjan. Lindner déclara même que l'élection correspondait aux standards allemands. 2 semaines plus tard, Lindner recevait 61 000 € de l'Azerbaïdjan. Son organisation reçut en outre un total
de 819 500 € de la part de compagnies écran entre 2012 et 2014. Pour sa part, Lindner transféra de grosses sommes à des politiciens pro-Aliyev en Allemagne et en Belgique. Ces informations furent révélées lors du scandale connu sous le nom de Panama Papers. Pour information, en 2018, Edward Lindner et Karin Stenz ont finalement été bannis à vie du Conseil de l'Europe et de son assemblée parlementaire. Karin Stenz demeura membre de la CDU du Parlement fédéral allemand jusqu'à son décès survenu le 21 mars 2021. Quant à Axel Fischer, il continue à présider le groupe parlementaire du Parti populaire européen à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, malgré le fait que le Bundestag ait voté en mars 2021 la levée de son immunité parlementaire après avoir été accusé, avec d'autres parlementaires de la CDU, d'avoir touché des pots de vin de la part de l'Azerbaïdjan. Mais le rapport se penchait tout particulièrement sur le cas de l'ancien président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'Espagnol Pedro Agramunt, qui avait démissionné en octobre 2017, poussé vers la sortie par les soupçons qui pesaient déjà sur lui. Le rapport évoquait plusieurs éléments prouvant que Pedro Agramunt, sénateur du Parti populaire, avait joué un rôle déterminant dans l'adoption de décisions de l'Assemblée parlementaire favorables à l'Azerbaïdjan. Membre de cette Assemblée depuis 2000, Pedro Agramunt dirige le groupe parlementaire du Parti populaire européen à partir de 2013, avant d'être élu président de l'Assemblée le 25 janvier 2016. Il démissionna de cette fonction le 6 octobre 2017 en raison de la polémique née de son voyage à Damas dans l'avion privé d'un responsable russe et sa rencontre avec le président syrien Bachar el-Assad sans en avoir au préalable averti le Conseil de l'Europe. Le cas de corruption le plus sérieux concernait toutefois l'Italien Luca Volonté, un démocrate chrétien qui fut député dans son pays pendant près de 17 années. Il fut poursuivi en Italie où la justice le soupçonnait d'avoir touché plus de 2 millions d'euros pour influer sur la rédaction de certains rapports. À la suite de la publication du rapport, Luca Volonté fit l'objet d'une enquête en Italie en 2016 sur 2 chefs d'accusation, blanchiment et corruption. Il était suspecté d'avoir touché de l'argent pour défendre au sein du Conseil de l'Europe les intérêts de l'Azerbaïdjan. Selon le bureau du procureur, il aurait touché 2,39 millions d'euros, notamment pour empêcher l'adoption d'un rapport sur la situation des prisonniers politiques azerbaïdjanais. Le 11 janvier 2021, il a été condamné pour corruption en première instance à 4 années d'emprisonnement par la section pénale X du tribunal de Milan. La publication du rapport intervenait à la veille de l'ouverture de la session de printemps de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui réunissait 324 parlementaires des 47 États membres du Conseil de l'Europe, dont 28 membres de l'Union européenne. Je me souviens qu'en 2021, j'avais regardé avec intérêt un documentaire en 3 épisodes résumant cette sinistre affaire, mettant en cause l'Azerbaïdjan, mais aussi d'autres ex-républiques soviétiques de la région de la mer Caspienne. À la manière d'un thriller, le premier épisode racontait le destin hors du commun d'une courageuse journaliste d'investigation azerbaïdjanaise, Khadija Ismailova, emprisonnée pour ses révélations sur la corruption du régime en Azerbaïdjan, et notamment sur l'accaparement des richesses du pays par le président Ilham Aliyev et sa famille. Cet épisode retraçait également l'ascension des dictateurs d'Asie centrale et du Caucase suite à la chute de l'Union soviétique, ainsi que leur folie des grandeurs. L'histoire nous était en partie contée par Gerald Knaus, fondateur de l'ONG European Stability Initiative, basée à Berlin. Il nous introduisait dans les coulisses de la diplomatie du caviar. Cette stratégie a permis à l'Azerbaïdjan de blanchir son image sur la scène internationale à travers des événements sportifs internationaux,
des invitations de stars du showbiz et des cadeaux offerts à des politiciens occidentaux. Le régime est ainsi parvenu à détourner l'attention de la spoliation des citoyens et de la violation des droits de l'homme par les autorités. Point d'orgue de la diplomatie du caviar, l'Azerbaïdjan est parvenu à étouffer au Conseil de l'Europe, organe chargé de faire respecter les droits de l'homme dans le continent, un rapport sur les prisonniers politiques dans le pays. Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, ces pays ne se contentent pas de blanchir leur image. Ils achètent aussi le silence sur la scène internationale. Dans le deuxième épisode de ce documentaire, le polar devenait de plus en plus sombre. Nous découvrions l'histoire d'Emin Hüseynov, un défenseur des droits de l'homme azerbaïdjanais, qui s'est déguisé pour s'échapper de son pays afin de fuir la répression et obtenir l'asile en Suisse. De là, il continue à enquêter sur la fortune cachée en Europe par la famille au pouvoir en Azerbaïdjan. Puis, aux côtés d'Arif Mamadov, ancien ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès de l'Union européenne, devenu lanceur d'alerte, nous découvrions un immense scandale de corruption au sein des institutions démocratiques occidentales. Mallette de cash, transfert via des sociétés offshore, montre en or. En secret, le régime d'Azerbaïdjan a versé des millions à des politiciens européens. C'est notamment ainsi qu'a pu être enterré le rapport sur les prisonniers politiques au Conseil de l'Europe. Des élus européens ont également été payés pour surveiller et approuver des élections présidentielles, pourtant totalement frauduleuses en Azerbaïdjan. Grâce au combat des journalistes et dissidents, la lumière a été faite sur ces agissements et un nouveau rapport a été adopté au Conseil de l'Europe. Mais dans les pays du pourtour de la mer Caspienne, la répression continue. Rappelons que la France est le troisième débouché à l'export de l'Azerbaïdjan et son sixième fournisseur. Mais, fort heureusement, les pratiques de corruption de l'Azerbaïdjan ne toucheraient pas le monde politique français, du moins officiellement. Comme le fameux nuage de Tchernobyl, les pétrodollars azerbaïdjanais se seraient apparemment arrêtés aux frontières françaises. C'est en tout cas le sens du rapport publié en mars 2017 par l'Assemblée nationale à la suite d'une mission d'information sur, je cite, les relations politiques et économiques entre la France et l'Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au Sud-Caucase. Cette mission d'information mise en place par l'Assemblée nationale à l'automne 2016 faisait suite aux nombreuses allégations de corruption rapportées par la presse à propos de responsables politiques français en vue. On se rappellera en particulier d'une émission de Cash Investigation où Rachida Dati fuyait les questions insistantes d'Élise Lucet et où Thierry Mariani semblait découvrir qu'il faisait partie d'une obscure association des Amis de l'Azerbaïdjan présidée par Jean-François Mancel. Il y avait donc quelque légitimité à mettre sur pied une véritable commission d'enquête parlementaire qui aurait pu contraindre des élus à témoigner sous serment et qui aurait pu révéler, pourquoi pas, que certains d'entre eux monnayaient leurs inclinations et leurs votes, comme l'ont fait certains élus du Conseil de l'Europe. Mais il faut croire que les efforts méritoires déployés en ce sens par des parlementaires UDI, et notamment par Philippe Vigier, leur président du groupe à l'Assemblée nationale, comme par leur leader Jean-Christophe Lagarde, n'ont pas été du goût de tous. Censurés par le Quai d'Orsay, comme par Elisabeth Guigou, la présidente socialiste de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, la commission d'enquête s'est rétrécie aux dimensions d'une mission d'information au pouvoir d'investigation réduit. Mieux, aucun parlementaire n'a été auditionné et certains de ceux qui auraient pu l'être se sont même retrouvés parmi les membres de la mission. Dans ces conditions, il y avait peu de chances qu'on trouve ce qu'on ne s'était surtout pas donné les moyens de chercher. Enfin, il convient de rappeler que l'Union européenne a annoncé le 18 juillet dernier un accord avec l'Azerbaïdjan afin de doubler ses importations de gaz naturel depuis ce pays du Caucase. Dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a donc décidé de remplacer sa dépendance à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine par une dépendance à l'égard de l'Azerbaïdjan d'Ilham Aliyev. En d'autres termes, l'Union européenne
a choisi de passer un accord avec un autre diable. D'ailleurs, les deux régimes ont signé une alliance de grande envergure quelques jours seulement avant l'invasion. Cet accord signé avec l'Azerbaïdjan compromet d'ailleurs les sanctions imposées à la Russie, car la société russe Lukoil possède quelques 20% de l'oléoduc Shah Deniz, crucial pour l'exportation du pétrole azerbaïdjanais. Le scandale qui vient d'être révélé au Parlement européen au sujet des suspicions de corruption de parlementaires par le Qatar n'est probablement que le sommet de l'iceberg. Et en creusant davantage, on découvrira probablement que le Qatar n'est pas le seul pays à se livrer à ce genre de pratiques nauséabondes. J'ai rappelé dans cette émission le précédent impliquant l'Azerbaïdjan, car c'est précisément vers ce pays que l'Union européenne, nous l'avons vu, se tourne pour remplacer les approvisionnements russes en pétrole et en gaz, et alors que l'Azerbaïdjan poursuit jour après jour ses agressions et ses provocations militaires à l'encontre de son voisin arménien. Dernier événement en date, dont nos grands médias n'ont pas parlé, l'Azerbaïdjan a coupé l'unique route reliant l'Artsakh, c'est-à-dire le Haut-Karabakh, à l'Arménie, et a même coupé l'approvisionnement en gaz du territoire. Depuis lors, dans les montagnes du Caucase et par des températures glaciales, un petit peuple courageux ne peut même plus se chauffer. Je vous remercie pour votre attention, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine.